J'ai vécu en Australie toute ma vie, mais mon père, qui est originaire d'Indonésie, a de la famille là-bas. Il y a 3 ans, ma mère, mon père, ma sœur et moi étions allés rendre visite à la famille sur l'île de Lombok en Indonésie. Et durant notre séjour, quelque chose d'effrayant s'est produit. Nous dormions dans une arrière-salle de l'épicerie de mon oncle, sous un plafond en tôle ondulé. La pièce n'était pas grande et n'avait qu'une petite fenêtre carrée, avec 4 ou 5 tiges de métal dedans, un peu comme dans une cellule de prison. La fenêtre était recouverte d'un petit rideau. Alors que nous étions déjà tous endormis, au beau milieu de la nuit, nous sommes soudain réveillés par un coup extrêmement fort sur notre toit, suivi de grattements. Ce qui est sûr, c'est que le bruit était trop puissant pour être créé par un chat ou un chien. De toute façon, il n'y avait pas d'arbre d'où un animal aurait pu sauter ou tomber. Ma mère, qui n'a jamais fait l'expérience de quoi que ce soit de paranormal en vivant toute sa vie en Australie, était assez inquiète. Elle était persuadée que ce bruit n'était pas normal. Mon père, lui, n'avait pas l'air surpris. Il m'avait déjà raconté avoir vécu de nombreuses histoires de ce genre lorsqu'il vivait en Indonésie. Le lendemain matin, il a expliqué à ses frères et sœurs ce qui s'était passé, et eux non plus n'étaient pas surpris. Ils lui ont dit que récemment, presque toutes les nuits, ces créatures appelées Lik se déplaçaient sur les toits des gens. Ils les ont décrits comme des êtres avec des ailes de corbeau courant, volant et criant le soir venu. En réalité, ce sont des humains qui pratiquent la magie noire et se transforment en êtres surnaturels. Dans chaque région d'Indonésie, il en existe différents types, avec des noms et des apparences différentes. Mais à Bali et Lombok, on les appelle des Lik. Pendant la journée, ils apparaissent comme des humains normaux, mais à la nuit tombée, ils quittent la maison et font ce qu'ils veulent. À côté de la charcuterie de mon oncle et de notre terrain, il y a un village qui a sa propre culture et ses propres croyances. Mon autre oncle a épousé une femme de ce village, et notre famille est donc assez proche de ces gens. Là-bas, il y a un homme et une femme qui sont du Kun, sorte de guérisseurs ou sorciers indonésiens. C'est un vieux couple auquel les villageois s'adressent toujours lorsqu'ils ont un problème avec les esprits, etc. La femme est une petite vieille dame dont les dents ont des taches rouges et noires à force de mâcher des noix de bétel toute la journée. Le mari, je ne me souviens pas à quoi il ressemblait. Ma famille leur a rendu visite une fois parce qu'ils voulaient accomplir une sorte de rituel avec nous pour nous purifier ou autre chose. Quoi qu'il en soit, mon père m'a dit que les guérisseurs soupçonnaient une dame et sa mère qui vivaient dans la maison voisine de la charcuterie de mon oncle. Ils ont pensé qu'il était préférable de garder ça pour eux et de ne pas accuser celle-ci de quelque chose comme ça. Ce qui est effrayant, c'est que la maison des voisins était à côté de notre chambre, juste à l'endroit où se trouvait la petite fenêtre. Pendant les quelques jours que j'ai passés là-bas, moi qui dormais près de la fenêtre, j'ai eu des nuits terribles.
Je me réveillais avec de fortes bouffées de chaleur et un inconfort total. Mon père m'a dit qu'à plusieurs reprises, il a remarqué que le rideau de la fenêtre était ouvert, même après qu'il ait continué à le fermer. Il avait aussi l'impression étrange que quelqu'un regardait à l'intérieur. Après avoir quitté l'université, je suis restée chez mes parents dans la maison qu'ils avaient achetée 1 an plus tôt. C'est au mois d'août que j'ai emménagé. À l'époque, ma mère souffrait de multiples problèmes de santé depuis des mois et devait faire des allers-retours assez fréquents dans différents hôpitaux. Elle et mon père dormaient dans des chambres différentes, car elle était de plus en plus incommodée par les ronflements bruyants de celui-ci. Pendant les mois où je suis restée avec eux, la chambre de ma mère m'a toujours mise un peu mal à l'aise. Elle avait des rideaux en organza rose suspendus autour du lit à baldaquin, et la pièce ne recevait pas beaucoup de lumière du soleil. En tout cas, je ne voulais jamais y rester plus de 15 minutes. En raison de sa maladie, ma mère a perdu plus de 10 kilos. Elle souffrait de toutes ces infections résistantes aux antibiotiques qui touchaient plusieurs organes. Ces médecins étaient très perplexes et ne parvenaient pas à déterminer les causes réelles de la maladie. Il était déchirant de la voir dépérir lentement et devenir une personne extrêmement fragile et dépressive. À un moment donné, elle a même cru qu'elle allait mourir. Début décembre, l'une de ses cousines est venue à la maison pour la première fois. Elle s'est immédiatement inquiétée lorsqu'elle est entrée dans la chambre de ma mère. C'est plein de mauvaise énergie, a-t-elle dit. Elle a décrit ce qu'elle ressentait et a affirmé que cela lui donnait mal à la tête dès qu'elle entrait dans cette pièce. Elle a dit à mes parents qu'elle connaissait quelqu'un de spécial qui pourrait être en mesure d'aider à soigner la maladie étrange de ma mère. Cette personne était un homme, un maître feng shui. À court d'options, mes parents ont accepté d'inviter le maître à la maison la semaine suivante. J'étais à la maison avec eux le jour où il est arrivé. Il a d'abord demandé à mon père de retirer toutes les statues en bois que celui-ci avait collectionnées au fil des ans. Vous pouvez les mettre dans le garage ou dans la salle de stockage, mais certainement pas dans votre espace de vie, a affirmé le maître. Selon lui, chacune de ces statues portait ses propres énergies chaotiques. Lorsqu'il est entré dans la chambre de ma mère, il a secoué la tête et nous a dit qu'il y avait des choses qu'il n'aimait pas et qu'il devait s'en débarrasser au plus vite. Il a tendu un hulu à mon père. C'est une calebasse utilisée par les hommes ou femmes de médecine traditionnelle
comme récipient pour diverses substances. Le maître lui a dit de le laisser dans la chambre de ma mère avec le couvercle ouvert. Puis nous avons attendu. C'était en fin d'après-midi. Mon père et l'assistant du maître travaillaient à déplacer les statues en bois de la maison au garage, tandis que ma mère se reposait dans la chambre d'amis avec moi. Vers l'heure du dîner, elle a commencé à faire une horrible crise de panique. Elle était extrêmement nerveuse, essoufflée, et ne pouvait s'empêcher de se gratter la poitrine. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression que quelque chose était à l'intérieur et qu'elle devait le faire sortir. Je n'avais jamais vu ma mère dans cet état. Son visage et sa poitrine étaient rouges comme la braise, et elle se comportait comme un animal blessé et en colère. Effrayée et alarmée, j'ai couru au garage pour dire à tout le monde ce qui se passait. Le maître a crié « Nous avons quelque chose !» Il a ordonné à mon père de récupérer le hulu dans la chambre de ma mère et de remettre le couvercle en place. Mon père a suivi l'ordre et a sorti le hulu puis l'a remis au maître. Juste après cela, la crise de panique de ma mère s'est rapidement calmée, comme si rien ne s'était passé. Son visage et sa poitrine ont retrouvé leur teinte normale, pâle et claire, avec des marques de griffures rouges visibles qu'elle s'était faites quelques instants auparavant. Mais elle était calme. Le maître saisit le hulu et le fixa un moment puis ferma les yeux avant de déclarer « Nous l'avons attrapé ». Qu'y avait-il dans le hulu? Nous voulions tous le savoir. Selon le maître, il semblait s'agir d'une sorte de magie noire, un sort que quelqu'un avait jeté sur la maison. Cependant, ma mère n'était pas nécessairement la cible. C'est seulement parce qu'elle avait un système immunitaire faible qu'il était facile pour la mauvaise énergie de s'attacher à elle. Étrangement, après cet événement inexplicable, la santé de ma mère s'améliorait de jour en jour. Au printemps suivant, elle a retrouvé la santé. Même les médecins ont été étonnés. Bien sûr, mes parents n'ont pas raconté à ces derniers ce qui s'était passé avec le maître, car ils ne pensaient pas que ceci les couerait après tout. C'était il y a plus de 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis juste reconnaissante que ma mère soit toujours avec nous, en bonne santé, et qu'elle et mon père vivent toujours dans cette maison, en toute tranquillité. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai une peur extrême des poupées. Elles me terrifient. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, mais lorsque j'ai atteint l'âge de 16 ans environ, ma mère m'a dit d'où pouvait venir ma peur. C'est à partir d'une expérience personnelle. Je ne pourrai jamais répondre complètement à la question de savoir si je crois au paranormal ou non. Mais cette expérience personnelle avec une poupée donnée par une tante qui pratiquait la magie noire me hante jusqu'à ce jour.
Lorsque ma mère m'a raconté cette histoire, j'ai eu des petits flashbacks de l'époque avec cette poupée. Depuis que je suis née, je n'ai jamais dormi correctement. Je n'ai jamais pu et je ne pourrai probablement jamais. Je ne pleurais pas quand je me réveillais tôt. Je jouais tranquillement avec mes mains et j'attendais que ma mère vienne me chercher. J'ai fait ça depuis ma naissance jusqu'à ce que je sois plus grande. Vers l'âge de 5 ans, une tante du côté de mon père biologique est venue nous rendre visite et m'a offert une poupée. Maintenant, gardez à l'esprit que je n'ai rien à voir avec mon père biologique et que cette tante a peut-être souhaité du mal à ma mère. Les Fidjiens de cette génération sont généralement très superstitieux et beaucoup d'entre eux croient à la magie noire. Mon jeune frère, qui devait avoir 1 ou 2 ans à l'époque, était souvent avec ma mère et j'étais très jalouse quand il est né. Donc au début, elle n'était pas trop étonnée que je passe du temps loin d'eux en compagnie de cette poupée. Un matin, elle est venue dans ma chambre et a été très surprise que je ne sois pas là. Comme je l'ai dit, quelle que soit l'heure à laquelle je me réveillais, je ne me levais jamais sans elle. Nous avions un sous-sol que mon frère et moi ne devions absolument pas ouvrir car les escaliers étaient assez espacés et étant petits, nous aurions pu facilement tomber à travers ou sur le béton. Ma mère a fait mettre un verrou en hauteur sur la porte, juste au cas où. Aussi, ce sous-sol était effrayant comme l'enfer et je n'ai jamais voulu y aller seule, jamais. Ce matin-là, en plus de se rendre compte que je n'étais pas à ma place habituelle pour l'attendre, ma mère a aussi remarqué que cette poupée effrayante n'était pas là non plus. Avant qu'elle ne prononce mon nom, elle m'a entendu pleurnicher en bas. En allant me chercher, elle a constaté que mes pleurs s'intensifiaient. Elle a crié mon nom et a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne t'avais pas interdit de descendre en bas sans moi. » Lorsqu'elle a ouvert, en pleurs, j'ai couru me blottir contre elle. C'était un tel soulagement de voir qu'elle était là. J'ai commencé à lui dire « Maman, c'est la poupée, maman, c'est à cause d'elle. » Elle a eu très peur, parce qu'elle a dit que mes pleurs hystériques n'étaient pas ceux d'un enfant qui essaie de se trouver une excuse en se faisant prendre en train de faire quelque chose de mal, mais plutôt ceux d'un enfant effrayé, voulant qu'on lui vienne en aide. Après cet incident, nous sommes partis chez ma grand-mère, sans la poupée bien sûr, qui ce jour-là avait été retrouvée sur le canapé. Par la suite, nous nous sommes débarrassés de celle-ci. Je sais que c'est une histoire difficile à croire, mais une chose est sûre, je n'aurais jamais osé me rendre au sous-sol parce que j'avais peur de me lever toute seule, et j'aimais l'attention que ma mère me portait en venant me sortir du lit chaque matin. Aujourd'hui encore, j'ai des souvenirs de certaines choses concernant cette poupée, des choses si effrayantes que je n'ose même pas y penser.